Merci, bonsoir. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Merci à la Cité d'Architecture, à Marie-Hélène, à Catherine, à Jana pour l'invitation à participer dans la Biennale d'Architecture et Paysage à Versailles. Francis, merci pour la présentation. Et avec plaisir, je vais partager mon travail, ma vision, mon process et ma position vis-à-vis de l'architecture. Pour ceci, je préfère parler en anglais, mais c'est mieux, je parle mieux en anglais. So, thank you very much for all being here. Merci beaucoup d'être tous là ce soir. Je voudrais également remercier toute mon équipe au Mexique qui, sans eux, je ne pourrais absolument pas faire tout le travail que je réalise également. Je voudrais remercier Sandra Pérez Nieto qui est ici, qui est ma photographe. Elle m'accompagne et un certain nombre des photos que vous allez voir, bon, pratiquement toutes, ce sont les siennes. Je voudrais remercier ma famille, mes amis, tous ceux qui sont ici présents ce soir. Aujourd'hui, en tant qu'architecte, j'ai compris que l'architecture est une plateforme pour agir pour la pensée critique et également pour la beauté. En tant qu'architecte, nous avons une responsabilité d'agir selon nos idées, d'activer les espaces en fonction de cela. En tant qu'architecte, nous avons la responsabilité de prendre position à l'égard de tout ce que nous pensons sur nos convictions, aussi bien du point de vue politique, social qu'écologique. En tant qu'architecte, nous avons une responsabilité d'assumer la beauté en tant qu'un droit essentiel. En tant qu'architecte, on nous enseigne à concevoir et à construire, mais pas toujours à comment concevoir et comment ce concept exprime nos convictions. Pour moi, c'est beaucoup plus important de dire que à travers l'architecture, nous générons la pensée critique. Si l'architecture est une plateforme pour l'expression, pour l'activation et pour la réflexion, dans ce cas-là, nos idées devraient vraiment passer au travers. Et c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Pour moi, tout ce que je dessine doit être enraciné dans mes convictions. Donc, si je suis convaincue d'un idéal, comment est-ce que je vais le représenter? Comment est-ce que je vais le construire? Je suis très engagée à l'égard de ce processus parce qu'il peut être aussi petit, aussi grand que cela peut être. Il peut avoir n'importe quelle échelle. Toute complexité de pensée doit être rapportée à son essence et transmettre la pensée vis-à-vis d'un thème. Lorsque je travaille dans une communauté, dans un paysage particulier ou avec des matériaux particuliers, eh bien, je choisis de prendre position. Dans mon cabinet, nous avons créé un manifeste de l'architecture qui dicte les principes, la façon dont nous approchons nos projets. Manifester étymologiquement signifie être pris dans l'action. Donc, chacun de ces points affirme la façon dont nous concevons nos actes. Nous recherchons, nous pensons et nous agissons en fonction de nos observations. Jusqu'à présent, nous avons réussi à établir 5 déclarations qui résument nos principes. Et nous n'allons pas nous arrêter je ne vais pas m'arrêter à les décrire maintenant, mais j'aimerais insister sur le 11e. Nous devons comprendre que la beauté est un droit essentiel. Nous comprenons la beauté en tant que droit essentiel et c'est une affirmation qui nous permet de dignifier chaque individu. Il est implicite dans notre architecture que nous devons alimenter l'esprit humain. Lorsque la limite entre l'art et l'architecture disparaît, l'architecture provoque, se déplace et disloque exactement de la même façon que l'art le fait. Donc, une fois que l'architecture devient éthique, esthétique et pratique, elle peut réellement agir pour résoudre des problèmes concrets que de nombreux problèmes qui sont vraiment urgents aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons. Donc, les projets que je vais vous présenter au cours de cette présentation établissent une interconnexion dans les différents éléments de notre manifeste. Alors, ici, je voudrais vous présenter ce projet qui s'appelle Blanc en 3 actes et qui va effacer les frontières entre l'art et l'architecture et mon idée pour concevoir des réseaux de collaboration avec différentes disciplines. Au mois de mars 2020, j'ai été invitée à réaliser une exposition sur
mon travail au musée de San Ildefonso, l'un des musées les plus célèbres du centre de la ville de Mexico, un musée qui a été auparavant une école secondaire où Frida Kahlo et Octavio Paz, Diego Rivera et Orozco ont peint des muraux magnifiques. Et j'ai donc appelé cette exposition Blanc en 3 actes. Donc l'idée était de remplir l'espace d'exposition avec des éléments essentiels pour cet acte de création, c'est-à-dire une feuille blanche. Lorsqu'elle se multiplie, il y a la série de feuilles se transforme l'espace afin de créer une expérience différente. Lorsque l'on marche sur les feuilles de papier en se déplaçant, c'est comme si l'on dansait, n'est-ce pas? Petit à petit, eh bien, on se substitue à un certain nombre de ces feuilles blanches avec des dessins faits à la main autour des 50 projets que nous avons réalisés au Projo. Donc, nous avions juste fini d'installer toutes ces feuilles blanches sur les murs lorsque vraiment certaines avaient quelques dessins, lorsque évidemment la pandémie a commencé et soudain toutes les portes se sont refermées, celle du musée en tout cas, et le monde vraiment s'est arrêté de tourner et le projet a été interrompu et nous n'avons pas pu le conclure. 1 an après, j'ai pu revenir sur place et voir ce qu'il était advenu de l'exposition dans le centre. Je m'attendais à voir des feuilles de papier sur le sol, toutes jaunies, rien de blanc tel que nous l'avions laissé, tout abîmé, n'est-ce pas? Et de façon très surprenante, lorsque j'ai ouvert les portes, l'espace était impeccable. Il semblerait que tout s'était congelé pendant 1 an. C'était encore plus beau que cela n'était lorsque l'était. La texture, la poussière qui était sur le sol était exactement dans cet état comme dans un théâtre. Et j'avais l'impression que les feuilles de papier vivaient en même temps qu'elles avaient vécu ce confinement, tout comme nous. Donc l'espace m'appelait d'une façon différente. J'ai demandé la permission au musée, au directeur du musée, de l'utiliser comme un ensemble de lieux de performance. Il a accepté et j'ai créé donc une vidéo avec 2 danseurs et moi-même habitant cet espace vide, montrant comment on le ressentait lorsqu'on était face à la feuille blanche afin de commencer un processus créatif. Donc c'est devenu l'acte 1 de cette exposition, c'est-à-dire une danse entre le langage, le corps en mouvement et l'espace vide. Ensuite, vraiment, c'est entre le corps et l'espace vide. Maintenant, je vais vous présenter un teaser. Vraiment, c'est une vidéo qui a été faite récemment et vous allez voir. Et l'acte 2, appelé feuilles blanches pensantes, ce sont des milliers de feuilles de papier qui ont été construites de façon à former un mur et se replier en tant que modèle de papier. Donc c'était les mêmes éléments qui construisaient de nouveaux espaces simplement par sa transformation. On a fait 50 projets qui ont été réalisés ainsi, comme ça, directement, à différentes échelles. Et nous avons certains sur lesquels on a décidé pendant des mois, et spécialement avec l'architecte Marie Combeck. Et l'acte 3 montre comment le manifeste devient l'action, transforme les projets. Nous passons de l'abstrait jusqu'au concret, des dessins en encre noire jusqu'à construire des projets actifs en couleur. Donc, les lignes sur le papier acquièrent une matérialité, une dimension et un signifiant, c'est-à-dire que le dessin se manifeste des actions qui nous rendent conscients de notre espace de construction, c'est-à-dire des feuilles blanches qui volent sur les murs et puis deviennent des sortes de murs, deviennent des livres. Et dans une exposition, elle devenait comme une exposition qui montrait les couleurs que nous avions là sur place.
Et puis, l'exposition, finalement, a ouvert ses portes 1 an et demi après, au mois d'octobre 2021, et elle vient à peine de se terminer au mois de mars 2022. Donc, beaucoup de choses se sont produites au cours du mois de mars. Et donc, en fin de compte, nous avons recyclé ces feuilles de papier vides, blanches, et nous avons décidé de les recycler. Nous les avons donc arrachées des murs. Et là, une fois de plus, nous avons fait des sortes de bloc-notes pour inspirer, pour écrire et tracer cette expérience créative. C'est-à-dire que rien n'était perdu. J'ai également écrit une histoire. On m'a poussé à écrire une histoire sur ce point. Et l'histoire portait sur la façon dont une seule feuille était tombée sur le sol 1 an et demi après et avait vécu l'expérience d'avoir été seule et abandonnée au sol. Donc vraiment, je voudrais savoir comment ce poète français explique comment il met les choses de côté. Je suis tout à fait convaincue de cela. Nous étions sur le côté des feuilles de page qui nous parlaient, qui dansaient, qui vraiment contribuaient énormément à cette exposition. Donc, les lignes sur le papier sont un exercice de découverte, de narration et d'interprétation. Ils forment un réseau pour vraiment capturer l'acte dans ces moments mystérieux dans lesquels l'idée est conçue. Le projet suivant dont je voudrais vous parler s'appelle Metropolis, mais il parle d'infrastructures prosaïques ou poétiques. Je vais poursuivre avec l'idée de la Terre et comment cela devient un réseau de réseaux en recyclant des infrastructures. Le métro dans une ville est la structure la plus prosaïque, la plus commune auquel on puisse penser. La ville quotidienne de millions d'individus qui vont au travail ou reviennent chez eux peut être très ennuyeuse. Mais comment une ville peut apporter un élément poétique ou d'utopie pour créer la réalité du métro dans Metropolis? La réalité et la fiction ont leur place. La ville de Mexico, ce sont environ 5 millions de personnes qui tous les jours utilisent le métro. Donc, c'est pratiquement, il rend service à pratiquement 70% de la population. Le projet a commencé lorsque mon équipe et moi, nous sommes rendus compte qu'il y avait 22 bâtiments pratiquement semblables au-dessus des des lignes de métro. C'était un mystère de comprendre pourquoi est-ce que cela arrivait. Donc, nous les avons visités et de façon très surprenante, ils n'étaient pas utilisés. Ils étaient la plupart abandonnés. Beaucoup avaient des bureaux du gouvernement où les gens travaillaient à chaque étage. Donc, face à ce problème, j'ai décidé de prendre position. Et ça a été une révélation que nous pouvions faire quelque chose pour établir une connexion entre ces bâtiments et les recycler en tant qu'infrastructure sociale et verticale. Personne ne m'a fait passer de commande sur ce projet, n'est-ce pas? Non, très souvent, lorsqu'on fait une architecture, il y a une commande, bien sûr, et on commence à travailler, à développer, bien sûr. Mais, et puis, peut-être que quelque chose va en sortir. Mais donc, tout cela est sorti, est apparu à l'issue de cet engagement de contribuer à ma ville pour aider à résoudre des problèmes, pour activer des espaces inutilisés ou sous-utilisés, de recycler l'infrastructure et même de changer la perception des gens à l'égard de cette beauté, de la comprendre en tant qu'un droit essentiel dans leur voyage, leur transport quotidien. Vous pouvez imaginer le potentiel de ces bâtiments qui deviennent des réseaux multifonctionnels de réseaux. Cela nous a permis de comprendre la multiplicité de couches dans le sous-sol et sur le sursol d'une myriade de possibilités de cette multiplicité, de cette ville multiple. L'idée principale était de réactiver chaque bâtiment pour avoir des activités sociales différentes qui étaient vraiment interconnectées à travers le système du métro. Donc, un centre de sport, un centre éducatif qui menait à une station de travail. C'était une ville dans la ville. Et en même temps, le projet a été présenté au maire. C'était vraiment, on avançait. Et puis, on s'est arrêté parce que la bureaucratie complique les choses et beaucoup d'intérêts d'entrer en conflit. Donc, cela dit, l'importance du projet réside dans sa créativité, dans son essence, dans le fait que c'est une idée radicale qui rend visible l'invisible, qui change l'ordinaire de l'extraordinaire. Et puis, quelques années après, j'ai été invitée à participer à une exposition qui s'appelait Utopie. Et j'ai décidé
de recycler ce projet et en y intégrant un concept de fiction. Et c'est lorsque la fiction entre en jeu. J'ai imaginé une réalité alternative qui se déploierait en deux idées, l'Uchronie et la toponymie. L'idée de l'Uchronie, c'est-à-dire un temps de fiction hypothétique d'un monde construit ou d'une histoire alternative qui nous mènerait à voyager dans un temps parallèle sur l'idée de la mobilité urbaine et l'idée de la toponymie qui étudie les noms des lieux et des origines, dont nous avons conçu un concept architectural pour chacun des bâtiments qui serait lié à un nom à chaque station en imaginant un réseau utopique. Donc nous avons réalisé 16 collages, je vais vous en montrer. Juanacatlán, c'est-à-dire le nom d'une station qui est très intéressante, tous les noms de toutes les stations de métro à Mexico, ils sont très musicaux, ils sont très intéressants. Juanacatlán, c'est le lieu des papillons. Comment on imagine un endroit pareil? On construit une structure, nous avons laissé la structure et nous avons présenté différents types de problèmes. C'est Salto del Agua qui signifie en fait saut d'eau. À Pino Suárez, chaque bâtiment a été dessiné avec sa propre histoire, sa propre narration, son histoire. Ici, nous avons des lieux où l'Uchronie et la toponymie se rejoignent. Nous avons Colegio Militar où le métro devient une sorte de machine à remonter le temps qui juxtapose différentes scènes, des lignes et des flux de la ville. Au lieu d'utopie, nous créons des histoires alternatives, un réseau de temps urbain et de fiction. Et je me suis rendu compte que nos idées commençaient avec l'acte du dessin et que la ligne est un instrument très puissant pour dessiner. Et au cours des projets que je vais vous montrer dans l'espace public, je vous montrerai comment on réinvente l'utilisation de la ligne et comment cela a été vraiment un élément crucial. Une ligne unique peut transformer un terrain vague en une zone publique. Ça peut être un mur, un toit, un sol, un mur, n'importe. En extrayant tous ces concepts, cela a beaucoup d'impact sur la construction sociale. Les lignes deviennent des dessins et une multiplicité de dessins dans des post-it roses multiples que nous avons appelés des aphorismes graphiques et qui montrent le processus de comment on peut agir pour réhabiliter l'espace dans ces unités de logement. Nous avons classé ces post-it dans leur ordre alphabétique pour créer une espèce de glossaire qui non seulement nous a apporté toute l'information recueillie, mais également nous a permis d'engendrer un nouveau langage qui nous a permis de passer de l'observation à la définition de solutions. Et cet ouvrage est devenu une espèce de manuel pour l'espace public, une espèce de boîte à outils. Et nous avons créé dans ce livre une forme de représentation où le dessin architectural n'est pas simplement le moyen de présenter des narratifs porteurs de sens dans l'espace, mais de resignifier notre connexion avec l'espace. Vous connaissez peut-être le projet que je vais vous présenter ici, l'unité dite commune. C'est un projet très important, en tout cas pour notre atelier. Mais toujours est-il que ce projet se proposait de modifier en quelque sorte l'horizon d'interaction des individus. Alors ce projet a été réalisé pour Infonavit, qui est un établissement qui finance les prêts immobiliers pour les classes, pour les travailleurs. Xalpa se trouve, c'est un complexe de logement, une résidence, une cité de quelques 7000 habitants dans une partie de Mexico où on a réhabilité certaines des zones communes. Et quand nous sommes arrivés sur place, nous avons trouvé des unités de logement qui étaient complètement fragmentées, où tout était fragmenté, un petit peu comme des cages à travers des barrières qui avaient été érigées pour se protéger. Même les voitures étaient ainsi. Alors, notre stratégie a été de libérer les espaces privatisés à des fins publiques avec des barrières, des grillages et autres enceintes qui prévoyaient des espaces à diviser pour les remplacer par des toits horizontaux qui étaient destinés justement à la connexion. Alors, on a trouvé un endroit qui ressemblait ainsi. Enfin, on se disait que les grilles ou grillages étaient plus sécurisés. En fait, non, c'est presque l'inverse. En fait, il y avait moins de sécurité. Pourquoi? Parce que justement, ceux qui venaient vous agresser se planquaient derrière
barrières, ces grillages. Enfin, nous avons décidé de transformer tout cela dans des structures horizontales plutôt que verticales. Et c'était plus qu'un toit, puisque les zones d'abri ont été élargies pour ouvrir de nouvelles activités à des fins multifonctionnelles, multiprogrammes qui étaient destinés à toutes les classes d'âge. Et cet espace qui était au départ des cours simplement liés les unes aux autres, permettait au départ d'améliorer à peu de frais l'espace public en redonnant un sens aux matériaux simples. Mais comme il s'agissait d'espaces à la fois publics et publics, les barrières ou les frontières changeaient de sens. On faisait littéralement bouger les lignes. Et en fait, le résultat parlait de lui-même, puisque les gens ont d'eux-mêmes abandonné 90% de ces grilles et autres barrières. Et c'est ainsi qu'on est arrivé à cette appellation d'unité commune. Avec cette part, on a également recyclé l'espace existant à des fins culturelles. Alors, c'était un vieil abri qui fuyait de partout, qui s'appelle Salsongzug, qui était déjà utilisé à des fins multiprogrammes pour l'enseignement, des clubs de tricotage et autres activités religieuses. Et nous avons créé un espace entièrement nouveau à partir de l'espace existant. C'est-à-dire qu'on a repris les matériaux existants, naturels, pour créer de l'espace, de la lumière et en faire un espace accueillant. Et je tiens à préciser qu'il faut parler de l'espace au lieu. Le lieu, c'est là où on crée des relations qui ont un sens. Une librairie a été offerte avec beaucoup de livres pour enfants. Alors, au départ, c'était un abri sordide et le Salon de Cîteaux est devenu une véritable bibliothèque lumineuse. Et aujourd'hui, cet endroit est très vivant puisqu'il y a toute une communauté qui s'active. Les voisins s'y retrouvent. Il y a justement des matchs de foot, mais également des clubs de tricotage, des matchs d'échecs, autres cérémonies et soirées cinéma. Alors, quelle que soit l'absence apparente de ressources, chaque espace a une ressource précieuse et unique qui est évidemment les gens qui habitent. Et là, nous avons pu favoriser une forme de prise d'appropriation des lieux grâce au bien commun qui était celui de tous, en créant de l'espace, en faisant de l'espace pour la communauté, nous le faisons avec la communauté. Et pour maintenant, cette cour de toit, il faut bien se rappeler que vous aviez des cités dortoirs qui ont proliféré pendant au cours des 20 dernières années. Et là, c'est ce qui avait évidemment créé de la valeur immobilière, mais c'est vraiment comme ça à ce à quoi ressemblait le logement social. On laisse plus de place aux véhicules qu'à l'espace public. Et là, le principal obstacle, c'était de convaincre les décideurs d'investir dans l'espace public et dans l'infrastructure sociale, au-delà plutôt que de ces parcours ici à Veracruz, donc dans le golfe du Mexique, qui est un complexe suburbain où il y a quelques 25 000 habitants. Cet espace que vous voyez ici sera rempli donc de logements. Alors évidemment, il y a des dizaines de logements qui sont construits tous les jours. Mais en tout cas, le promoteur nous a demandé de construire un toit, une toiture pour protéger ce terrain de basket des intempéries. Alors c'était un espace public. Donc, Veracruz, évidemment, il fait très chaud. Et donc, rien ne pouvait être fait sans toiture pour protéger du soleil. Même la végétation poussait très vite en raison, parce qu'il n'y a pas seulement du soleil, mais également beaucoup de pluie, mais pas un seul arbre, pas d'ombre, rien. Et donc, au départ, on nous a donné cet espace-là que vous avez sous les yeux, donc le terrain, pour ainsi dire. Mais quand ils ont vu ce qu'on a essayé de faire, eh bien, ils nous ont également fait cadeau de cet espace-là que nous avons réinventé, comme vous le voyez. Alors, avec un peu de bon sens, nous avons donc planté des arbres. Alors maintenant, les arbres ont poussé et donnent beaucoup d'ombre, ce qui fait qu'on peut se servir de cet espace. Toujours est-il que, constatant l'absence d'espace public, au-delà du toit, nous avons décidé de construire un portique et une agora qui répondait aux besoins donc, de différentes fonctions, avec le même espace et pratiquement dans les mêmes confins initiaux. Et cette agora portique a créé un nouvel habitat par la végétation et élargi le programme grâce à la hauteur des colonnes et l'espace entre les colonnes. Entre les colonnes, nous avons mis en place
place un programme multifonction. Alors vous aviez des balançoires, mais également des hamacs, une bibliothèque, une salle informatique, des toilettes, enfin de tout, des salles de jeu. Et l'Agora a créé ce qu'on appelle un écotone, c'est-à-dire un environnement qui est à mi-chemin entre deux écosystèmes distincts. D'un côté, vous aviez des logements et de l'autre, la vie, si vous voulez, urbaine ou en tout cas de la rue. Lorsque les promoteurs se sont rendus compte de l'impact social positif que ce lieu avait sur notamment la dimension de logement social, nous avons le promoteur a invité un biologiste qui a travaillé dans l'espace, la réserve naturelle à proximité pour créer une clinique médicale avec de la médecine traditionnelle herbale, de l'herboristerie. Et donc, on est parlé d'une espèce d'étalement urbain pour en faire une espèce de préservation de l'environnement, mais également de la diversité, de la biodiversité, avec un endroit où on pouvait mettre en valeur l'espace par, évidemment, l'exploitation de la nature, mais également par le jeu. Et dans le projet suivant, qui s'appelle Fresnillo Play, le terrain de jeu, là, nous avions une approche systémique, c'est-à-dire que on a l'infrastructure qui donne sa fonction, l'architecture qui rend le sens à la vie, à l'espace public. Alors, à Fresnillo, vous avez au départ donc un logement, un lieu de logement qui est un endroit en pleine chaleur, mais qui est également qui souffre de violences terribles. Donc, il fallait être entouré de gardes du corps tellement c'était dangereux. Les gens nous avaient prévenu que chaque membre de leur famille que chacun avait un membre de sa famille qui s'était fait assassiner par les trafiquants, les narcotrafiquants. Donc vous avez la criminalité organisée qui protège ces chasses gardées, en tout cas ces territoires, d'autres cartels, et les violences sociales infligées sur des jeunes qui grandissent dans cet espace-là. Dans ce contexte-là, ce complexe de logement portait ces blessures. Et vous aviez un ancien canal, une canalisation des égouts qui avait été bouché et qui séparait les deux territoires de logement. Mais enfin, vous aviez un lieu qui était complètement fragmenté, inaccessible. Et puis, de toute façon, on ne pouvait pas traverser cet ancien canal parce qu'il n'y avait pas de pont ou à peine, et quelqu'un en fauteuil roulant ou avec une poussette n'aurait jamais pu traverser cet espace. Imaginez qu'il fallait descendre d'un côté pour remonter de l'autre. C'était pas évident. Et puis, évidemment, on ne pouvait pas traverser de cette façon-là parce que le pont était trop bas, la passerelle était trop basse, donc c'était impossible. En fait, vous aviez cette espèce de saignée qui traversait cet espace de manière insalubre. Alors, notre tactique a consisté à transformer cette blessure, si vous voulez, urbaine pour en faire un espace attractif. Nous avons créé d'abord une passerelle accessible à tous et qui a créé un espace en dessous, c'est-à-dire qu'on peut passer en dessous et on peut y accéder. Vous avez des espaces de jeu en dessous et tous les petits marchands ou autres personnes sur fauteuil roulant ou que sais-je pouvaient facilement y circuler. C'est ainsi que nous avons recréé une véritable esplanade accompagnée de toboggans, mais également d'escaliers, une agora où l'on peut se retrouver. Et alors, on pouvait y jouer, mais également, il y avait des lieux de varap, d'escalade qu'on pouvait créer et qui réunissaient beaucoup de jeunes. Mais le véritable changement de ce paysage urbain est venu des couleurs. Et là encore, c'est tout simplement du bon sens. Au lieu d'avoir ces couleurs qui étaient agressives, qui étaient sur les bâtiments que vous voyez en haut, pour en faire quelque chose, disons, une palette plus pastel, plus proche de la terre, plus proche de l'échelle humaine, avec donc une connexion avec les couleurs naturelles, minérales du paysage. Et les gens, sans avoir déménagé, avaient l'impression d'être dans un endroit entièrement nouveau. Cette nouvelle couleur leur faisait prendre en quelque sorte un nouveau départ. Et puis ces lieux de jeu et même de promenade permettent de rapprocher les gens. Vous aviez des jeunes, des adolescents qui sont les segments les plus vulnérables de la population qui doivent avoir un maximum d'espace d'apprentissage et de jeu. Et l'élément crucial de l'intégration sociale et de la régénération sociale se trouve à travers le jeu. Le jeu devient une forme de vie. Et là, vous avez Lalo, vous avez ce jeune qui, à propos, Lalo, son rêve, c'est de venir en France. C'est un danseur absolument époustouflant. Alors, je ne sais pas s'il
il pourra sortir de son ghetto, mais en tout cas, son rêve, c'est de venir en France. Enfin, je dis ça à toutes fins utiles. Sait-on jamais, peut-être qu'un avenir, avec Sandra, dire justement, on en parlait, comment pourrions nous faire venir Lalo en France pour qu'il puisse faire ses preuves dans ce pays. Enfin bon, je jette l'idée sur la table, on verra bien. Toujours est-il que vous voyez ici la façon dont tout a été mis en place et comment la vie reprend. Alors, si les aires de jeu peuvent nous apprendre quelque chose, c'est qu'il faut qu'ils restent à la fois ouverts et simples, c'est-à-dire modulaires, multifonctionnels, faciles à entretenir et qui peuvent être ouverts 24 heures par jour, extensibles, agréables, ludiques, avec des possibilités d'échange à tout moment. Le projet suivant résume les idées précédentes, en tout cas des projets précédents. C'est un nouveau projet qui vient d'être mis en place dans le cadre d'une commande des collectivités locales de Mexico et qui s'appelle Pilares, ce qui veut dire point d'innovation, de liberté, d'art, d'éducation et de savoir. C'est ça qui fait Pilares. L'objet de ce projet est de reconstruire sur des lieux sous-utilisés, dans des endroits à la fois stratégiques et vulnérables de la ville, de créer donc différents prototypes de ce projet. Vous aviez quelques 300 Pilares qui ont déjà été construits. Alors, nous avons été invités par Piensa Sostenible, par Carlos, celui-là même qui nous a invités sur le projet Infonavé, de construire un de ces Pilares. Alors, dans le contexte de l'époque, alors évidemment, c'était un endroit extrêmement vulnérable, une zone fragile, disons, de l'Iztapalapa, qui est une des régions, des coins les plus peuplés de Mexico, avec plus de 2 millions d'habitants, où l'espace est très rare et très peu de verdure. Et le lieu en question était un court de basket, un terrain de basket sous-utilisé. Alors nous avons trouvé évidemment que tout était entouré de barrières, mais par contre il y avait des arbres, hein, vous les voyez ici, autour de ce terrain de basket. Alors, notre stratégie a consisté à l'ouvrir, cet espace, et de créer un espace public qui invitait en quelque sorte les gens de l'extérieur à y entrer. Et ce portique était en fait une arcade, donc dans ce Pilares, qui accueille le public. Et là encore, il s'agit de transformer les barrières en portes,
en quelque sorte, en tout cas en espace ouvert. Alors, je n'ai pas de photos du portique à l'extérieur, mais nous l'avons ouvert dans les semaines qui ont suivi, et vous voyez que tout d'un coup, même les mots, le texte pilaresque dont l'ombre apparaît au sol attire les gens, et vous avez donc écrit pilaresque. Nous avons utilisé deux matériaux essentiellement, des blocs de béton rougeâtre strié, très bon marché, enfin, c'est des espèces de parpaings qui ne nécessitent aucun entretien et qui créent cette interaction entre l'ombre et la lumière. Et le deuxième, alors on peut créer un treillis aussi, une espèce de réticule, et puis le deuxième matériau, c'est également des blocs de béton, mais qui créent ces structures graphiques. Alors, c'est un espace inclusif, multidimensionnel, 500 mètres carrés, et vous avez des plateformes liées les unes aux autres qui, lorsqu'elles s'ouvrent les unes sur les autres, créent une série de patios où l'on peut, avec de la végétation, où l'on peut s'asseoir, on peut se retrouver. Le patio devient également une espèce d'agora où les gens se retrouvent, et donc l'espace s'ouvre ou se ferme selon la météo. Mais enfin, l'idée, c'est de créer une oasis dans laquelle, une fois entré, on entend même les oiseaux chanter, alors que partout autour règne le chaos. Le projet a 2 niveaux. Vous avez des ateliers, une école d'informatique, tout est gratuit. Et vous avez des classes pour les métiers d'artisans, la cuisine. Vous avez même un verger ou des activités sportives. Alors, on nous avait demandé de créer un espace destiné au sport, mais on nous a dit que s'il n'y a pas d'espace, on ne peut mettre que des machines de gymnase où on n'a pas décidé de faire ça. Plutôt qu'une salle de fitness, on avait créé un espace ouvert pour que chacun puisse faire du sport, mais surtout l'instructeur retrouvait sa multifonction, donc la multiprogrammation. Alors, le jeudi, il y a un marché ouvert, et en enlevant la barrière entre le marché et les pilares, la division entre la rue et le centre d'éducation s'évapore. Vous avez donc cet espace continu où d'un côté, vous avez de l'éducation, de l'autre, vous avez le marché. Alors, a priori, le lieu était extrêmement fermé parce que, encore une fois, c'est un lieu qui est extrêmement dangereux. L'intérieur de ce pilares est une espèce d'oasis culturelle et ludique. On peut s'y divertir en traversant ce patio pour y accéder. Il y a des marches, mais en fait, vous avez un toit par-dessus, et tout est... Alors, évidemment, pour éviter de prendre la pluie, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez des ouvertures un peu partout, et vous avez donc ces fameux patios qui sont liés les uns aux autres. Vous avez une ventilation croisée, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'ouvrir des fenêtres sur le monde extérieur, ce qui fait que vous avez cet espace intérieur, cette oasis que j'ai décrit tout à l'heure. Le résultat, c'est que vous avez des plateformes multiples, des passerelles, des patios qui créent un sens ou une impression d'amplitude, parce que tout d'un coup l'espace s'ouvre, et même si en fait la surface elle-même est plutôt restreinte, et là cela crée une ambiance très agréable qui favorise en tout cas le tissu social. Les gens attendent à l'extérieur pour venir investir ce lieu qui devient un espace public, disons gratuit, ou en tout cas ouvert à tous. Et il faut bien qu'on remplace les barrières par des portes ouvertes, et la valeur de l'architecture, la création d'espaces nous permet de créer une construction sociale qui est une croissance économique et inclusive. Alors je voudrais terminer sur 2 derniers projets qui tissent en quelque sorte dans un seul tissu l'architecture et l'art pour exprimer nos convictions. Ce projet s'appelle Stand Ground. Alors là, l'idée, c'est de prendre position. To stand one's ground, c'est prendre sa position, affirmer sa position. En l'an 2018, la Biennale de Venise a créé cet espace ouvert, Free Space, une installation qui s'appelait Stand Ground, où il y avait une reproduction à l'échelle de 1 du mur de l'Arsenal. Alors, sur le mur d'origine, vous aviez un écran qui projetait en temps réel l'activité du public derrière une barrière de briques. Alors, ça paraît tout simple, mais avoir un espace perméable entre
entre l'extérieur et l'intérieur de l'arsenal était extrêmement difficile à faire. Et c'est là qu'on a vu à quel point il est difficile, en fait, de supprimer des murs et des parois, parce que la réinterprétation d'un mur comme étant un espace, en quelque sorte, qui reliait l'espace public à l'espace privé, s'est retrouvé dans une dimension très tactile, où on retrouvait le sens du sens commun ou du terrain d'entente et du bon sens qui se rejoignaient. Alors c'était sur des espaces de 6 mètres sur 6 mètres sur 6 mètres, une espèce de cube d'espace dans lequel, évidemment, les parois étaient supprimées, mais on avait recréé cet espace. C'est-à-dire qu'une fois qu'on se retrouve dans la biennale, on voit trop de choses, on a besoin d'air, on a besoin d'espace, et on préférait être sur une terrasse de café à Venise. Toujours est-il qu'on voyait la façon dont l'espace ouvert pouvait se retrouver à l'intérieur, en tout cas, vous invitait presque à sortir de la biennale alors que vous y étiez. Donc, avec des choses toutes simples, avec presque rien, en fait, simplement en supprimant un mur et en transformant ce mur en sol, puisqu'on reprenait sa fonction à l'horizontale, nous avons changé la perception des choses telles qu'elles étaient vécues par les gens qui les fréquentaient. En conclusion, je voudrais vous présenter un projet qui nous relie tous les uns aux autres et qui nous rapproche des idées que j'ai évoquées. Ce que j'appelle Stand Up for the Seas. Prenez position, défendez les mers. Alors là, c'était à nouveau dans le cadre de la Biennale de l'architecture. C'était une installation qui se trouvait dans les petites écuries du roi. Et le thème qui nous avait été donné par le commissaire de l'exposition, Yana Revedin et Marie-Hélène Contal, en fait, il y avait 3 architectes qui avaient été invités. Et l'idée est de faire le lien entre l'ancien monde, le vieux monde et le nouveau monde. Et là, Land in Sight, terre en vue, nous fait penser à ces navires européens qui arrivaient sur les rivages américains. Et c'est ainsi que l'on relie le nord, le sud, l'est et l'ouest. Le Mexique, évidemment, c'est un pays qui est entouré d'océans. Nous vivons entre l'océan Pacifique et l'océan Pacifique, la mer de Cortés et les Caraïbes, et la mer des Caraïbes. Et ce sont les océans qui ont relié, en quelque sorte, les Amériques à l'Europe. Mais là, vous avez ces océans qui sont envahis par des tonnes de déchets. Les plages mexicaines reçoivent des déchets du monde entier. Et de plus, l'industrie de la pêche est partout présente dans le monde avec des ambitions économiques illimitées. Et les filets deviennent des laits fantomatiques qui tuent énormément d'espèces qui se retrouvent coincées dans tout le matériel de pêcherie. Et de nombreuses espèces ont ainsi disparu, ce qui évidemment a des répercussions sur l'homme. Vous avez tous ces filets abandonnés qu'on trouve un petit peu partout dans les océans. Et même le journal The Guardian a récemment publié un article citant qu'on avait trouvé des éléments de microplastique dans les poumons humains. Et donc, ce qui était la chaîne alimentaire devient une chaîne de pollution mortelle, meurtrière. Même des poissons qui ont mangé du plastique se retrouvent eux-mêmes porteurs de ce plastique qu'on retrouve dans nos propres systèmes digestifs. Nous vivons dans l'ère du plastique et si la vie des océans est en danger, c'est que la vie humaine l'est aussi. Et cela continuera d'évoluer jusqu'à ce que nous arriverons à une situation vraiment catastrophique. Le sable de nos plages se mêle au plastique de plus en plus et un jour, il y aura plus de plastique ou de microplastique dans le sable que de sable sur les plages. Alors, comment lutter contre ce phénomène? Comment prendre position pour défendre les mers? D'abord, il faut être conscient du problème, être sensibilisé à la chose et présenter l'information de manière accessible à tous. Alors, peut-être de manière ludique, mais de manière surtout lisible, visuelle, de sorte que même les enfants puissent comprendre la réalité de la chose. L'opportunité de présenter une installation à l'échelle 1, Stand Up for the Seas, c'est ma façon d'exprimer ce qui se passe de manière la plus convaincante possible. Alors, notre idée au départ, c'était de comprendre ce qu'était l'échelle d'abord des filets de pêche qui peuvent être aussi grands qu'un terrain de foot. Comparer cela, le filet... pardon, excusez-moi, j'ai un
à la taille du bateau lui-même. Le filet devient comme une espèce de bateau de pêche. Regardez-moi ça. Cette installation fait 8 mètres de haut quand même. Et alors, au départ, la démarche était toute simple. Vous aviez cette idée, cette image du filet de pêche qui voit l'échelle, la dimension du bateau de pêche avec le filet encore plus grand que le bateau lui-même. Et vous voyez que ces filets peuvent être aussi grands qu'un terrain de foot. Et il y en a des centaines qui jonchent les océans abandonnés par les pêcheurs. Alors cette installation a été créée avec quelques éléments très limités et tous étaient des éléments recyclés. Vous aviez de l'acier qui avait été recyclé dans des déchetteries, les filets eux-mêmes avaient été recyclés et le sol, et là j'y reviendrai dans un instant, lui-même, alors c'était également l'idée était de créer de nouveaux matériaux de manière expérimentale. L'idée était de présenter l'échelle réelle de ces filets de pêche et on se promenait à l'intérieur de ce filet et de l'intérieur on voit ce que ça fait d'être coincé dans ces filets comme les espèces halieutiques qui se retrouvent prisonnières de ces filets et ces filets attrapent tout sans discrimination. C'est-à-dire que par exemple les pêcheurs qui vont à la pêche au thon attrapent des tas d'autres espèces qui se retrouvent prises dans les filets et disparaissent. Donc de nombreuses espèces marines sont ainsi massacrées par ces pratiques de pêche aveugles. Alors vous avez toutes ces histoires de plastique qui se retrouvent dans les océans. Comment créer une économie circulaire pour faire de ces déchets un nouveau matériau? Et alors nous avons commencé à moudre les filets de pêche eux-mêmes qui étaient des microplastiques, alors d'un diamètre inférieur à 5 mm nous en avons créé des surfaces de sol. Donc alors là, pour le coup, c'est un matériau utile et évidemment, il faut recycler un maximum de ces déchets pour en faire des ressources constructives utiles. Et c'est ainsi que le sol a été créé, qui prenait même les couleurs de l'océan avec cette... alors, c'est... des écailles qui semblent apparaître à la surface. Vous aviez une douzaine de panneaux qui racontaient l'histoire des mers et avec des propositions pour lutter contre ce phénomène. Les objets avaient été collectés sur des plages mexicaines. 800 personnes ont participé à cette initiative de nettoyage et ce pavillon itinérant va aller d'un site à l'autre en porteur de ce message. La question est de savoir comment sensibiliser le public, surtout dans les communautés côtières qui vivent le long des rivages, créer, recycler ces filets de pêche pour les transformer en matériaux utiles, par exemple ces carrelages. Alors il ne faut pas être pris au piège de ce filet, mais au contraire y répondre par des contre-offensives. Transformer l'ordinaire en extraordinaire nécessite véritablement un engagement et bien souvent on répond au côté sombre de la vie avec des réponses créatives. Le jeu joue un rôle fondamental dans le travail que nous faisons dans notre atelier. Il est destiné à tout le monde et pas simplement aux enfants, même si nous voyons des enfants sur la vidéo, c'est ceux qui s'amusent le plus, mais c'est ainsi que nous créons une nouvelle forme de réalité qui peut mettre en place ou stimuler la pensée créative dont je parlais au début de mon intervention. Ayant présenter ces idées, je conclurai en affirmant que dans ce monde où l'ère du plastique est devenue une réalité, nous pouvons prendre position et proposer une nouvelle histoire où chacun se retrouvera à travers des courants de pensée résilients, en créant un tissu d'idées percutantes et alignées sur la réalité de l'environnement. Nous bâtirons un espace plus juste pour l'avenir. Merci beaucoup.